Il y a un paradoxe assez terrifiant dans le monde du travail moderne, et je pense que beaucoup de gens le ressentent. Plus on s'approche de l'effondrement total, plus on a tendance à accélérer. Ouais, c'est le fameux mode survie, quoi. Exactement. Imaginons un instant un smartphone. La batterie affiche 1%, l'icône clignote en rouge vif, l'écran est complètement fissuré et le processeur surchauffe parce qu'il y a, je sais pas, une cinquantaine d'applications ouvertes en arrière-plan. La panique totale. Bah oui, et logiquement, la seule chose à faire, ce serait de le brancher et de le laisser tranquille. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On continue de tapoter frénétiquement sur l'écran en espérant qu'il charge une énième vidéo. C'est tellement ça. On force la machine jusqu'à ce qu'elle lâche. Eh bien, si on remplace ce pauvre téléphone par un être humain, on a la définition parfaite du burn-out contemporain. Une succession infernale de réunions, d'appels, de délais complètement irréalistes, et cette pression constante qui finit par détruire la fonction la plus basique du corps humain, le sommeil. C'est le premier truc qui saute, ouais. Le sommeil. Voilà. Et c'est précisément le point de départ de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se plonger dans un conte moderne, issu d'une source assez inattendue. C'est une vidéo YouTube intitulée Histoire pour dormir-adulte-le marchand de rêves. Une source qui a l'air super innocente au premier abord. Gendre, c'est une simple narration apaisante pour aider à fermer les yeux. Mais notre mission aujourd'hui, c'est d'aller chercher bien au-delà de cette surface relaxante pour en extraire de véritables pépites. Et il y en a beaucoup. Ah oui, c'est dense. C'est l'histoire de Marc, un entrepreneur qui est littéralement au bord de la rupture et qui découvre par le plus grand des hasards une petite boutique mystérieuse tenue par un vieil homme nommé Elias. Et le fonds de commerce d'Elias, ce sont des fioles oniriques. Des rêves en bouteille, en fait. C'est ça. Bon, décortiquons tout ça. Que représente vraiment cette première rencontre entre un homme ultra rationnel, complètement épuisé, et ce vendeur de rêves? Alors, c'est une excellente porte d'entrée. Pour poser notre cadre analytique, il faut d'abord comprendre pourquoi une histoire pour dormir est un véhicule si puissant. Le conte utilise le voyage onirique comme une métaphore directe de l'introspection. Le rêve comme miroir, ouais. Stress, genre le cortisol, et elle y apporte une solution complètement symbolique. Oui, parce qu'Elias ne donne pas des cachets à Marc. Exactement. Ces fioles colorées, c'est pas des potions magiques de contes de fées, elles représentent les différentes étapes cliniques d'un vrai cheminement thérapeutique. Il lui offre une clé pour contourner les défenses ultra-rationnelles de son esprit et accéder enfin à son propre subconscient. Et ce cheminement, il commence de façon presque brutalement pragmatique. On la Marc qui erre dans les rues au milieu de la nuit, il tient plus debout, son cerveau tourne à vide. Le fameux brouillard mental. Voilà. Et là, il repère cette toute petite boutique qui détonne complètement au milieu des immeubles de bureaux super froids, tout gris. C'est un endroit chaleureux, hors du temps, tapissé d'étagères remplies de fioles lumineuses. Un vrai refuge. Et Elias l'accueille et lui offre la toute première fiole gratuitement. C'est une fiole bleue, scintillante. On dirait qu'elle contient un morceau de ciel étoilé. La fiole de la tranquillité. C'est ça. Marc rentre chez lui, il verse quelques gouttes sur son oreiller et instantanément, bam, la scène change. Il atterrit dans un immense champ de fleurs sauvages, avec une brise parfumée, le bruit constant et hyper apaisant d'un ruisseau. Et là, il sombre dans un sommeil profond, réparateur, le premier depuis des mois. La déconnexion totale. Image qui me vient en tête, pour reprendre notre métaphore technologique du début, c'est celle de l'ordinateur qui a complètement figé. Quand la souris ne répond plus et que le ventilateur hurle à la mort, on ne peut pas lancer un logiciel antivirus complexe pour régler le problème. Ah non, ça empire les choses. Bah oui, on est obligé de forcer l'extinction matérielle, le bon vieux bouton on-off, le redémarrage complet. Ce qui est fascinant ici, c'est la prudence clinique d'Elias. L'erreur classique dans le développement personnel moderne, c'est de vouloir tout analyser immédiatement. On veut la solution tout de suite. Oui, on veut optimiser sa guérison, quoi. C'est ça, ce qui est absurde. Mais Elias sait qu'il est biologiquement impossible de demander à un cerveau en état d'alerte maximale de faire un travail d'introspection complexe. Le repos total est présenté non pas comme une récompense de fin de journée, mais comme la condition préalable, la base indispensable à toute guérison psychologique. Il faut d'abord éteindre l'incendie avant de reconstruire la maison. Exactement. Le système nerveux autonome de Marc, il est bloqué en mode sympathique, le fameux mode combat ou fuite. Dans cet état-là, il perçoit chaque email, chaque notification comme un tigre à dents de sabre, une menace mortelle. Ouais, le corps fait plus la différence. Et le monde naturel de ce premier rêve, le murmure de l'eau, les étoiles, l'herbe, c'est l'antidote sensoriel parfait pour forcer le passage au système parasympathique, celui du repos, de la digestion. On le ramène à une tranquillité originelle avant d'exiger de lui le moindre effort mental.
Ce qui soulève une dynamique très intéressante pour la suite. Parce que, bon, une fois que cette machine est redémarrée, une fois que l'esprit n'est plus en train de s'auto-détruire par simple manque de sommeil, le vrai chantier démarre. Bah oui, le repos, c'est juste le début. Exactement. S'arrêter au simple repos, c'est comme mettre un petit pansement sur une fracture ouverte. Du coup, la deuxième nuit, le récit accélère brusquement. Elias présente une nouvelle fiole, rouge, brillante, presque vibrante, la couleur du sang, du feu. C'est la fiole des émotions. Et l'ambiance n'a plus rien à voir avec le petit ruisseau apaisant. Ah non, ça change du tout au tout. Marc se retrouve face à un lac immense, et l'eau de ce lac réagit littéralement comme un sismographe de son état intérieur. Bleu profond, rouge éclatant, vert apaisant. Un miroir émotionnel géant. Et sur la rive, il tombe nez à nez avec lui-même, mais à l'âge de 8 ans. Une rencontre assez classique en psychologie, l'enfant intérieur. Oui, et ce petit garçon le regarde avec des grands yeux et lui demande tout simplement pourquoi il est triste. Et la réaction de Marc, elle est immédiate. C'est le réflexe défensif de l'exécutif performant. Il nie en bloc. Il dit « je ne suis pas triste, je suis juste occupé ». Le déni total, la phrase classique de l'adulte stressé. Mais l'eau du lac réagit. Elle devient d'un gris sombre, lourd, complètement pollué. L'enfant lui rappelle alors une règle incontournable de ce monde intérieur. On ne peut pas se mentir à soi-même. Marc est alors forcé de laisser remonter des années de joie ignorée, de peine étouffée, de colère ravalée. C'est douloureux, mais nécessaire. Mais là où j'ai un peu de mal avec ce concept, ou du moins avec son application dans le monde réel, c'est que, sur le papier, accepter ses émotions, c'est une très belle philosophie. Mais dans un environnement ultra compétitif comme le nôtre, n'est-ce pas un risque immense ? Ah, la peur de la vulnérabilité. Lâcher le contrôle, c'est terrifiant. On a l'impression d'essayer de maintenir un gigantesque ballon de plage sous l'eau à la force des bras. C'est épuisant de le garder caché. D'une énergie colossale. Ça pompe toutes nos réserves. C'est exactement cette dépense d'énergie psychique invisible qui a vidé les batteries de Marc et causé son burn-out. L'épuisement, il ne vient pas que des heures supplémentaires passées au bureau. Il vient de cette répression émotionnelle constante. Et tôt ou tard, le ballon, il explose à la surface. Ça fait des dégâts au passage, et si l'on relie ça à la vue d'ensemble du récit, le choix d'incarner cette honnêteté sous les traits d'un enfant de 8 ans, je trouve ça d'une grande précision psychologique. Pourquoi 8 ans spécialement ? Parce qu'à 8 ans, le cerveau possède une conscience de soi qui est claire, mais il n'a pas encore intégré tous les masques sociaux et cette rationalisation excessive qu'on a à l'âge adulte. Ah, l'enfant n'a pas encore appris à faire semblant. Voilà. En discutant avec cet enfant, Marc court-circuite son propre ego. Ce petit garçon, il se fiche complètement des bilans financiers ou des réunions de crise. Il va droit au but. Et le lac gris démontre visuellement qu'une émotion qu'on refuse de traiter, elle disparaît pas. Elle stagne. Elle stagne, elle s'infecte et elle brouille toute la clarté mentale. En acceptant de ressentir, Marc ne devient pas du tout faible. Au contraire, il traite enfin un arriéraillé d'informations vitales que son propre corps essayait de lui transmettre depuis des mois. Une fois qu'on arrête de dépenser toute son énergie à maintenir ce fameux ballon de plage sous l'eau, que se passe-t-il ? On récupère de la bande passante. Exactement. On a soudainement accès à une énorme quantité d'espace mental libre. Et c'est précisément ce qui nous amène à la troisième nuit, avec la fiole verte, lumineuse, scintillante. L'espace de la créativité ? Cette fois, l'esprit de Marc se matérialise sous la forme d'une immense galerie d'art, avec des sculptures dynamiques, des toiles immenses, et au milieu de tout ça, il rencontre la muse. C'est une figure allégorique incroyable, une femme aux cheveux argentés qui porte une robe de soie qui change continuellement de couleur et de texture. Très onirique comme image ? Elle l'emmène dans les couloirs de son propre esprit et elle lui montre toutes ces idées brillantes qu'il a eues en réunion mais qu'il n'a jamais osé formuler à haute voix. Tous ses projets inachevés. Les fameux regrets créatifs. Et puis, elle s'arrête devant une grande toile parfaitement vierge et elle lui tend un simple pinceau. Déjà, Marc est tétanisé. Il bouge plus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, le moment de vérité. Il ne se passe absolument rien tant qu'il réfléchit. Mais dès l'instant où la pointe du pinceau touche la toile, sans même avoir de plan en tête, bam, les idées explosent. Des paysages fantastiques, des portraits, des villes entières se dessinent sous ses yeux. C'est magnifique. C'est une métaphore tellement puissante de notre rapport à la création. On a tous en tête cette angoisse du curseur qui clignote sur une page blanche, cette espèce d'idée fausse qu'il faut attendre l'éclair de génie absolu pour commencer à agir.
L'attente de la perfection. Mais ce que ce rêve nous crie, c'est que l'action précède l'inspiration. On n'attend pas d'avoir l'idée du siècle pour peindre, c'est en peignant que l'idée du siècle se forme. Oui, le mouvement crée la matière. Et je voudrais qu'on remarque la posture de la muse dans cette scène, parce que c'est subtil mais important. Dans la conception romantique traditionnelle, la muse, elle est censée insuffler passivement l'œuvre parfaite dans l'esprit de l'artiste. Genre, elle chuchote la solution à l'oreille. Voilà, la divine inspiration. Mais ici, elle est totalement silencieuse. Elle ne lui donne aucune réponse. Elle ne guide même pas sa main. Elle le met juste face à son outil et à sa propre responsabilité. Débrouille-toi avec ça, en gros. C'est ça. La créativité n'est plus abordée comme un don mystique tombé du ciel, mais vraiment comme une discipline, du courage. Le courage de s'aventurer dans le vide. Et d'un point de vue structurel, l'enchaînement des fioles est parfait. Comment ça? Cette audace créative sur la toile vierge, elle n'aurait jamais été possible si, la veille, Marc n'avait pas accepté de plonger dans le lac de ses émotions. Sans la libération émotionnelle de la fiole rouge, la peur de mal faire, la peur du ridicule, aurait complètement paralysé sa main devant la toile. L'acceptation de la vulnérabilité comme moteur. L'acceptation de la vulnérabilité est le terreau exclusif de l'innovation. Sans l'un, on ne peut pas avoir l'autre. Mais justement, cette notion de vulnérabilité, elle heurte de plein fouet l'étape suivante. Car à partir du moment où on crée quelque chose, dès qu'on sort de l'ombre pour proposer une idée, on s'expose au jugement. Le sien et surtout celui du monde extérieur. Et la critique pas rude. Et pour supporter ça sans s'effondrer, il faut un noyau dur, il faut de la confiance. Lors de la 4e visite, Elias lui remet donc une fiole dorée, éclatante comme le soleil en plein zénith. Marc est alors transporté dans une plaine infinie, baignée d'une lumière perpétuelle. Et il se retrouve devant un temple majestueux en lévitation. C'est le domaine du gardien de la confiance. Et à l'intérieur, c'est assez surprenant. On pourrait s'attendre à y voir les trophées de Marc, ses diplômes affichés au mur, ses réussites entrepreneuriales. Son CV géant, en somme. Pas du tout. Les murs sont couverts de miroirs dorés qui reflètent absolument toutes les versions de lui. On y voit bien sûr l'adulte charismatique qui clôture un gros contrat, oui, mais on y voit aussi un petit garçon maigrichon, en sueur, tremblant de terreur avant de réciter un poème au tableau. L'angoisse que tout le monde connaît. Et le gardien lui délivre un message hyper percutant. Cette terreur, cette peur panique de l'échec a façonné sa détermination. Elle fait partie de lui sans pour autant le définir de A à Z. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, car on a souvent une vision très hollywoodienne de la confiance en soi. C'est-à-dire? On imagine comme une espèce d'armure en titane. Une carapace super lisse sur laquelle le doute rebondit, sans laisser de traces. Mais ce que le conte propose ici ressemble beaucoup plus à une mosaïque. Une œuvre d'art magnifique, robuste, mais qui, par définition, est composée de dizaines de morceaux brisés, irréguliers. Et chaque morceau compte. Accepter l'enfant tremblant devant le tableau noir, c'est prendre un de ces morceaux imparfaits et trouver la force de l'intégrer à l'œuvre globale. C'est une image très parlante. Et cela soulève une question importante sur la tyrannie de la perfection dans notre culture du leadership. La promesse constante qu'on nous fait dans notre société, c'est qu'avec suffisamment de discipline, de livres lus, de podcasts écoutés, d'immersion écoutée, on peut éradiquer complètement le doute de son esprit. Devenir une machine infaillible. Ce qui est un mensonge profondément épuisant. Ce conte, il détruit ce mythe avec une très grande élégance. Il affirme que la véritable confiance n'est pas l'absence de peur. C'est plutôt la capacité à coexister pacifiquement avec ses propres doutes et avec ses cicatrices du passé. Et le temple en lévitation illustre bien ça. Oui, le temple ne flotte pas parce qu'il est léger ou vide, il flotte parce qu'il n'est plus soumis à la gravité de l'opinion des autres. Si la confiance de cet entrepreneur ne reposait que sur ses succès financiers ou sur son image de battant impitoyable, le moindre dépôt de bilan la ferait voler en éclats. Ce serait un château de cartes. Mais là, en regardant en face l'enfant terrifié dans le miroir et en disant « oui, c'était moi et j'ai survécu », il forge une estime de lui-même inconditionnelle. La fondation devient inébranlable justement parce qu'elle englobe l'entièreté de son vécu, y compris la honte et l'échec. Ce qui marque un tournant radical dans notre exploration, tu vois. Parce que jusqu'ici, on était dans un huis clos psychologique absolu. Marc était complètement seul avec lui-même, en train de colmater les brèches de son propre navire. Le travail de l'ombre. Le repos, les émotions, la créativité, la confiance, tout ça, ça relève vraiment de l'ingénierie interne. Mais un être humain n'est pas une île déserte. Une fois la fondation reconstruite, il faut bien rouvrir les yeux et interagir avec l'extérieur. C'est inévitable. C'est l'objectif de la 5e nuit, qui condense 2 enseignements capitaux via 2 fioles.
La violette qui est dédiée aux relations et l'argentée qui est dédiée à la sagesse. Avec la fiole violette, Marc se retrouve dans un autre type de palais des glaces, sous l'égide de l'architecte des relations. Encore des miroirs, c'est un motif récurrent. Oui, mais cette fois, il est contraint de revivre de l'extérieur comme un spectateur une violente dispute qui lui a coûté une de ses plus belles amitiés. Et en observant la scène avec du recul, il a une révélation douloureuse. Aucun des deux ne s'écoutait. Un dialogue de sourds. C'est ça. Chacun préparait sa prochaine réplique tranchante pendant que l'autre parlait. La leçon est rude. L'autre est un miroir de nos propres rigidités et sans empathie ni vulnérabilité partagée, la connexion meurt. Ça demande de baisser les armes. Complètement. Et dans la foulée, la fiole argentée l'emmène dans une bibliothèque aux dimensions cosmiques face au gardien de la sagesse. Par le biais d'un récit imbriqué, c'est l'histoire d'un roi qui parcourait le monde en cherchant des réponses, Marc comprend qu'il y a un gouffre énorme entre accumuler des données et acquérir de la vraie sagesse. La différence entre savoir et comprendre. Le savoir est une possession, la sagesse est une application. Et c'est là que j'aimerais apporter un petit élément de friction pour qu'on y réfléchisse bien. On consomme aujourd'hui une quantité industrielle de livres, de théories de management, de philosophie. Bref, on a une immense connaissance. On est inondé d'informations. Mais la connaissance, c'est un peu comme lire un manuel de physique de 300 pages sur la dynamique d'un vélo en mouvement. On connaît toutes les équations par cœur, on sait comment ça marche sur le papier. Mais on sait toujours pas en faire. Voilà, la sagesse, c'est l'instant où l'on monte sur ce fameux vélo, qu'on tombe, qu'on s'écorche les mains, et qu'on finit par ressentir intuitivement le point d'équilibre dans son corps. C'est incarné, ça se vit. Et dans les relations humaines, c'est pareil. On peut connaître toutes les techniques de communication non violente du monde, mais si pour valser avec quelqu'un, on ferme les yeux et on impose son propre rythme en forçant, on finit inévitablement par trébucher tous les deux. Il faut accepter de regarder son partenaire. Exactement. Cette distinction par l'analogie du vélo est tout à fait centrale. Ce que la bibliothèque révèle, et c'est très beau, c'est le caractère profondément démocratique de la sagesse. Démocratique. Oui, on a souvent tendance à réserver la sagesse aux grands érudits, aux philosophes ou aux moines isolés sur des montagnes lointaines. Mais le conte de la fiole argentée ramène la sagesse directement dans la boue et le bruit de notre quotidien. Ça la rend accessible à tout le monde. Le gardien explique que la sagesse, c'est des choses très simples. C'est l'écoute active d'un ami en détresse. C'est l'humilité de reconnaître ses propres torts lors d'une dispute banale. Et c'est la capacité à entendre la voix très subtile de sa propre intuition sous le grand vacarme de l'anxiété. Les petites choses de tous les jours. L'association de ces deux fioles, violette et argentée, démontre que nos relations interpersonnelles, c'est pas juste des distractions. C'est le véritable laboratoire de notre sagesse. Marc doit faire le deuil de son illusion de contrôle omnipotent sur les autres. L'entrepreneur qui dictait toutes ses règles doit devenir l'apprenti qui observe, qui s'ajuste et qui écoute. Une belle leçon d'humilité. Le parcours touche alors à sa fin, et on sent bien que toutes ces pièces de puzzle éparpillées doivent maintenant former une image nette. Il faut que cette métamorphose onirique s'imprime définitivement dans le monde réel, dans les cellules mêmes de Marc. Le test final en quelque sorte. Pour sa dernière visite à la boutique, l'ambiance est vraiment différente. Elias est étrangement silencieux, il ne dit pas un mot. Il lui tend simplement une dernière fiole qui est parfaitement transparente, semblable à du cristal pur. La clarté absolue. C'est le symbole du voyage intérieur ultime. En fermant les yeux, Marc se retrouve dans un paysage d'une tranquillité absolue, avec en son centre un arbre titanesque. Ses racines s'enfoncent super profondément dans une terre noire et riche, et ses branches s'élancent à perte de vue vers le ciel. L'ancrage et l'élévation. À la base de cet arbre se trouve un miroir d'eau d'une clarté parfaite. Marc s'y penche, mais au lieu de voir son reflet fatigué du moment, il voit se superposer toutes les facettes qu'il a explorées pendant ces nuits. L'enfant émotionnel du lac, l'esprit créatif de la galerie, l'adulte confiant du temple et l'apprenti humble de la bibliothèque. L'intégration de toutes ces parts. Une voix intérieure lui murmure qu'il est un être complet. Il n'y a plus rien à changer, plus rien à optimiser, juste tout accepter. Le lendemain matin, Marc se réveille avec une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il est guéri en fait. Il s'habille, il descend dans la rue, il cherche désespérément la petite ruelle pour remercier Elias. Et là, c'est le choc. Il n'y a rien. La boutique s'est volatilisée. La rue n'a peut-être même jamais existé.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Pourquoi faire disparaître le catalyseur de toute l'histoire à la toute fin? C'est la grande question de ce conte. L'explication qui s'impose pour moi, c'est celle des petits trous sur notre fameux vélo d'apprentissage. Quand on apprend à pédaler, on a un besoin psychologique viscéral de ces petits trous pour oser avancer sans avoir peur de tomber. Mais une fois que le cerveau et le corps ont assimilé l'équilibre, elles deviennent complètement inutiles. Et on peut rouler seul. Ilias et ses fioles n'étaient au fond que des petits trous pour l'esprit de Marc. L'effacement de la source magique, c'est un trope psychologique très puissant. Ça illustre à merveille l'effet placebo poussé à son niveau métaphorique le plus élevé. Le cerveau hyper rationnel et hyper méfiant de cet entrepreneur avait besoin d'un rituel externe. Il lui fallait un alibi matériel. Une excuse, oui. La fiole, c'était ça. Une autorisation matérielle pour s'autoriser à lâcher prise. Mais la disparition physique de la boutique vient confirmer la plus grande des révélations. La magie n'était pas dans l'eau colorée des flacons. La guérison intégrale a été autogénérée par le propre subconscient de Marc. Tout venait de lui depuis le début. L'image finale de l'arbre cristallise cela parfaitement. Il est impossible de déployer des branches vigoureuses vers la créativité et la sagesse sans avoir des racines plongées dans l'obscurité, dans la boue de nos propres peurs et de nos émotions réprimées. Il faut les deux extrêmes. En réunifiant toutes ces parts de lui-même, Marc met fin à la fragmentation psychique qui causait son burn-out. Son effondrement nerveux n'était que le symptôme d'une énorme guerre civile intérieure. La disparition d'Elias signe la fin de cette guerre, validant que le patient est enfin devenu son propre maître. C'est incroyable. Quand on prend le recul nécessaire pour regarder la trajectoire complète, c'est vraiment une autopsie passionnante d'une renaissance humaine. Le mot est juste. Le passage d'un épuisement total et paralysant à un état de plénitude active, ça ne s'est accompli par aucune des méthodes que notre époque chérit tant. Il n'y a pas eu de hack miraculeux de productivité. Pas de nouvelles routines matinales optimisées à la minute près avec des bains glacés. Et pas d'application de suivi de sommeil sur le téléphone. Absolument pas. Tout s'est joué par une série d'acceptations intérieures successives et souvent douloureuses. Il a fallu s'autoriser le repos absolu sans la moindre culpabilité. Il a fallu regarder l'océan de ses émotions brutes sans chercher à le drainer pour en reprendre le contrôle. Il a fallu oser poser le pinceau. Il a fallu oser poser le pinceau sur la toile en acceptant l'imperfection. Il a fallu embrasser sa propre vulnérabilité pour bâtir une vraie confiance qui ne soit pas factice. Et enfin, écouter l'autre pour réapprendre à s'écouter soi-même. Ce message est d'une pertinence frappante aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Ah oui, on en a tous besoin. L'injonction sociétale est toujours la même. Courir plus vite, rationaliser chaque minute de la journée, produire des résultats tangibles pour prouver sa valeur au monde. L'histoire de Marc et du marchand de rêves oppose à cela un paradoxe magnifique. Ralentir pour avancer. La véritable vitalité, l'efficacité profonde et la paix de l'esprit s'atteignent en faisant très exactement l'inverse de ce qu'on nous dicte. C'est en ralentissant jusqu'à l'arrêt complet et en affrontant avec courage ses propres miroirs intérieurs qu'on retrouve véritablement le mouvement. C'est une très belle conclusion. Et c'est sur cette perspective que se clôturera notre immersion d'aujourd'hui. Si l'on admet que notre propre subconscient détient déjà, quelque part en nous, le remède exact à notre surcharge mentale, la question mérite d'être posée. Et elle fait réfléchir. Quelle est cette fiole métaphorique que l'on s'obstine à laisser fermer sur l'étagère, terrifié par ce qu'elle pourrait nous révéler sur nous-mêmes? S'agit-il du flacon rouge vif d'une colère enfouie ou du flacon doré d'un doute inavoué? La prochaine fois que la pression menacera de tout faire céder, avant de forcer la machine à redémarrer dans la douleur, il conviendra peut-être de se demander quel miroir a été trop longtemps évité. Laissons cette réflexion suivre son chemin. À très bientôt pour une nouvelle exploration approfondie.